Dans le paisible village de Kulumba, niché entre des collines rougeâtres et des champs de mil dorés, vivait une jeune femme nommée Aïssata. Elle était pauvre, orpheline, depuis ses 15 ans, et survivait en cultivant un petit lopin de terre et en vendant des herbes médicinales au marché. Malgré les épreuves, Aïssata avait un C, pur, toujours prête à aider les autres, même lorsqu'elle-même n'avait rien. Un soir d'harmattan, alors que le vent soulevait la poussière et faisait claquer les portes des cases, Aïssata revenait de la forêt, son panier rempli de feuilles de Nîmes. En traversant un sentier rarement emprunté, elle entendit un bruit étrange, comme des gémissements étouffés. Son C, s'accéléra. Elle s'approcha lentement et se cacha derrière un buisson. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. 3 hommes costauds entouraient un 4e, ligoté, le visage en sang. Ils parlaient en chuchotant nerveusement. « Si son père ne paie pas la rançon ce soir, on l'enterre ici même, » dit l'un. « Tu es sûr qu'il vaut autant que ça ? C'est peu être juste un blanc perdu en Afrique, lança un autre. Tu sais lire, toi ? Regarde ses habits, sa montre, ses chaussures. Ce n'est pas un touriste, c'est un gros poisson. Et on va le faire payer. » Le prisonnier leva les yeux. Malgré la fatigue et les coups, son regard était fier, plein de dignité. Aïssata ne comprenait pas tout, mais elle savait qu'il était en danger de mort. Elle recula prudemment. Courir ? Prévenir le chef du village ? Non, trop tard. Il fallait agir maintenant. Elle retourna chez elle, prit un pot d'huile de karité, une poudre anesthésiante faite de racines rares, et un vieux couteau qu'elle utilisait pour récolter ses plantes. Puis, sous la couverture de la nuit, elle retourna sur les lieux. Les ravisseurs avaient allumé un feu et buvaient du vin de palme. Aïssata s'approcha par derrière, glissa silencieusement sa poudre dans la calebasse du plus costaud. 1 heure plus tard, 2 des hommes ronflaient déjà. Le 3e s'était éloigné pour uriner. Elle rampa jusqu'à l'homme ligoté. « Chut, je suis là pour vous aider. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Qui êtes-vous » ? Une simple villageoise. Elle coupa ses liens. L'homme, bien qu'affaibli, se redressa avec peine. Elle le soutint, et ensemble ils s'enfuirent dans l'obscurité. Ils marchèrent pendant des heures, à travers les collines, jusqu'à atteindre une grotte que seule Aïssata connaissait. Elle lui appliqua de l'huile, nettoya ses plaies avec des herbes et lui donna un peu d'eau de tamarin. « Je m'appelle Aïssata, » dit-elle. « Et moi, je suis Michael. » Elle sourit. « Un nom rare, ici. » Il hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Pendant 3 jours, elle prit soin de lui. Il reprit des forces. Il observait tout avec étonnement. Comment elle faisait du feu sans allumette, comment elle guérissait les blessures avec des plantes, comment elle se contentait d'un repas par jour, mais priait chaque matin pour le bonheur des autres. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda-t-il un soir. « Parce que c'était la bonne chose à faire. Et si j'avais été un criminel, alors je t'aurais sauvé pour que tu aies une 2e chance. » Michael la regarda longuement. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Le 4e jour, alors qu'il descendait enfin vers le village, une voiture noire surgit, suivie de plusieurs jeeps. Des hommes en costume en descendirent, armés, l'air affolé. « Monsieur Michael, vous allez bien ?» Aïssata recula, confuse. « Monsieur ?» Michael se tourna vers elle, un sourire doux sur les lèvres. « Je suis Michael Kaba, PDG du groupe Kabatesh. Peut être que ça ne vous dit rien, mais je dirige une entreprise de télécommunications présente dans 17 pays. On m'a enlevé alors que je faisais une visite discrète dans la région pour un projet de connectivité rurale. » Aïssata ouvrit de grands yeux. Elle resta muette. « Je n'avais dit mon nom à personne. Mais tu m'as sauvé sans rien attendre en retour. » Il se tourna vers un de ses assistants. « Qu'on fasse venir un médecin et préparer l'hélicoptère, mais d'abord, on passe au village. » Ils prirent la route vers Kulumba. Le lendemain, le village était en fête. Pour la première fois, des hommes en costume cravate et des caméras étaient installés sur la place. Michael, dans un pagne local, s'adressa aux habitants. « Une fille de ce village m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, je veux honorer sa bonté. » Il se tourna vers Aïssata, visiblement ému. « Je vais construire ici une école, un centre de santé et installer un réseau d'électricité solaire pour tout le village. » Les villageois applaudirent. Certains pleuraient. Mais ce n'était pas fini. « Et toi, Aïssata, je veux t'offrir une bourse. Tu as un C, en or, mais aussi une intelligence rare. Tu iras étudier où tu veux, à mes frais. » Elle hésita. « Mais
Je ne sais même pas lire parfaitement. Alors tu commenceras par là. Je vais t'accompagner. 2 mois plus tard, Aïssata quittait le village pour la capitale. Elle commença ses études dans un internat prestigieux. Chaque semaine, elle recevait une lettre de Michael. 3 ans passèrent. Aïssata devint une jeune femme instruite, brillante. Elle créa une fondation pour les jeunes filles rurales. Et un jour, lors d'un forum international sur l'éducation, elle prit la parole devant des centaines de dirigeants. Dans le public, un homme élégant la regardait avec fierté. À la fin du discours, elle descendit de scène. Il l'attendait. « Tu as changé le monde, Aïssata. »« Non, j'ai juste suivi ce que tu m'as appris. Qu'un seul acte de bonté peut transformer une vie. » Il prit sa main et, si je te disais que depuis ce jour-là, je n'ai cessé de penser à toi, elle sourit. « Tu veux dire malgré tous tes milliards ?» Justement, parce qu'aucune richesse ne vaut une âme comme la tienne. Et là, sous les projecteurs et les applaudissements, Michael Kaba, le milliardaire autrefois sauvé, demanda à Aïssata, la villageoise au C, Urpur, de devenir sa partenaire. Pas seulement en affaires, mais pour la vie